Merci beaucoup à toute l'équipe de Transinnov, de l'organisation du séminaire et puis de l'opportunité que vous nous donnez d'échanger de manière aussi interdisciplinaire et transversale. Et puis, merci beaucoup de l'invitation. Je suis ravi de pouvoir présenter ce travail, qui est un travail plutôt grand public pour essayer. Donc, je m'excuse par avance auprès des spécialistes de STS ou auprès des spécialistes d'histoire des sciences. Il y a certains exemples qui sont des exemples vraiment très, très classiques que j'essaierai de vous présenter de manière un peu plus originale, voilà, histoire de faire avancer un peu la réflexion de cette mise en perspective historique autour de ces questions de participation qu'il s'agissait, c'était l'exercice, hein, si j'ai bien compris, de croiser avec la question de la récolte, de l'analyse des données ou des mesures, hein, si on parle comme un 19e ou un 18e, et donc d'essayer d'avancer en termes de caractérisation et de réflexion dans l'articulation entre participation et institution, notamment, autour de ces questions de frontières des communautés savantes légitimes à produire et à discuter, à analyser des données. Donc, tout ça, c'est une histoire importante. Donc, l'idée, c'est de proposer une mise en perspective historique de cette histoire de sciences participatives comme une histoire sur la longue durée des relations entre sciences-société. Ce n'est pas très original de formuler les choses comme ça, mais disons que c'est l'occasion de se poser une nouvelle fois la question des qualités attribuées aux individus considérés comme légitimes pour produire des données, pour produire des connaissances et les discuter dans l'espace public. Donc, euh, je vous propose de structurer une présentation en deux temps, hein. Historiquement, je vais respecter une chronologie assez basique, hein. Donc, je vais introduire quelques éléments sur le 18e, mais après, je vais passer directement au 19e siècle, qui constitue une période assez particulière, un moment de la professionnalisation des sciences. Je vais y revenir, bien sûr. Et puis, un second temps sur ce qui se passe après 45, notamment autour de l'open science et puis la question de la participation plus proche de ce que vous pouvez pratiquer au quotidien. Bien, donc quelques rappels préliminaires, hein, sur cette histoire longue en remontant assez tôt, hein, cette question de la participation, de qui est légitime pour participer à la science. C'est une question qui se pose dès le XVIIe siècle, dès le moment de la constitution des premières académies, hein, notamment la Royal Society, hein. On connaît tous les travaux de Simon Scheffer et Stephen Shepin. Dans les controverses entre Boyle et Hobbes, c'est typiquement une controverse qui traite de ça, qui traite de quels sont les contours de la participation, en réalité, de qui est légitime pour le faire. Et donc, on peut proposer une lecture de ce premier moment d'institutionnalisation de la science, hein, comme un moment de constitution d'une communauté savante qui est, ça c'est très, très connu, hein, qui se constitue en dehors du monde politique, en dehors du politique, en dehors du reste de la société, où, vous avez une petite image là, juste pour rigoler, c'est une image de la Royal Society du 19e, hein, donc c'est très, très fantasmé. Donc on est en 1862, vous avez toutes les grandes élites des grandes heures de la Royal Society du 17e, 18e, et on voit que se constitue ce qu'on a appelé une civilité savante, hein. Donc c'était pour illustrer ce point-là, où dans cette civilité savante, vous avez quand même des gens qui se ressemblent beaucoup. Vous avez beaucoup d'hommes chenus, hein, avec leur belle tête blanche, tout bien blanc, et puis bien avec un prognatisme enfin, du front qui montre qu'ils sont très intelligents. Voilà. Donc, vous avez une société de gentlemen. Donc, les gentlemen, hein, donc cette civilité exclut tous ceux qui n'en sont pas, bien évidemment, hein. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Et donc, l'idée, c'est de dire que dès ces moments d'institutionnalisation se construit un dedans et un dehors, hein, et donc, vous avez des formes de normes par rapport à la participation. Ça ne veut pas dire que le XVIIIe siècle, par exemple, est un siècle où la participation aux sciences ne serait que intérieure aux institutions, mais il devient plus compliqué, plus déviant, que dans une production savante hors de l'institution devient de plus en plus difficile. Et le 19e transformera l'essai d'une certaine manière en réifiant, en cristallisant ces formes d'exclusion. Je passe très rapidement, mais c'était juste une forme d'introduction. Je propose de passer au cœur de l'intervention, qui est le 19e siècle. Donc, le 19e siècle,
je fais ça vraiment à très grand trait, hein, je m'en excuse, mais c'est grosso modo, c'est le siècle où on passe à la professionnalisation des sciences, hein, à des rythmes qui sont très, très différents en fonction des disciplines, bien évidemment, et où du coup on peut se poser la question des délimitations de légitimité, de crédibilité dans la production des savoirs, dans l'acquisition de données, dans les échanges de données, donc les transformations que la professionnalisation fait à ces délimitations. Alors, le 19e siècle, quand je dis que c'est le siècle de la professionnalisation, c'est l'idée que se constitue une profession de scientifique. Et donc, le scientifique devient associé non plus seulement à la participation à un collectif communautaire institué, hein, comme une académie, par exemple, mais également et surtout à des, à des, à des professions comme professeur d'université, médecin, etc., à des formations, l'école polytechnique, puis évidemment l'école normale supérieure qui va se constituer au fil du 19e siècle comme le lieu de production des scientifiques en France, hein, par exemple. Et du coup, ce 19e siècle professionnalisé va créer une sorte de dichotomie, de distinction dans les populations qui aspirent à la production de sciences entre les personnes légitimées par la profession et les autres. L'Académie des sciences va évidemment jouer un rôle central dans la sélection des personnes légitimes ou pas, mais un élément absolument essentiel va être que cette dichotomie a des, je vais admettre, à une séparation du rôle possible et des thématiques qu'il est possible d'aborder lorsqu'on est d'un côté ou l'autre de la barre, si on dit les choses caricaturalement, si j'arrive à avancer. Voilà. Et donc, pour parler, encore une fois, en étant très simple, on peut dire que le 19e siècle, c'est le moment, au fur et à mesure où on avance dans le siècle, où se séparent parce que les techniques changent aussi, hein, au cours du siècle, se séparent en deux grands ensembles. L'ensemble des scientifiques professionnels seuls légitimes à aborder des questions qu'on pourrait qualifier de théoriques complexes, hein, ou seule habilité à produire des synthèses, seule habilité à généraliser, parce qu'ils disposent de compétences techniques, d'outils spécifiques, chers, inaccessibles. Et de l'autre côté, tout un champ de pratiques savantes, hein, c'est évidemment, j'ai en tête les sociétés savantes, les académies de province, etc. Vous avez tout un tas de savants, souvent non professionnels, qui parfois ont des compétences techniques avancées, hein, mais qui vont être confinés, qui vont être contraints de rester dans des types de pratiques typiques de collecte de données de terrain, d'accumulation, de taxonomie, de collection, et vous avez une séparation des rôles. Et le niveau admissible maximal, si vous voulez, de théorisation de cette deuxième partie des participants à la production de connaissances, c'est la taxonomie, c'est la classification empirique. Alors là, je vous ai mis une image qui montre une autre forme de séparation, qui est dans le monde professionnalisé de la science, vous avez plusieurs types de pratiques savantes. Là, je vous ai mis une image d'époque des archives de l'Observatoire de Toulouse avec les dames du ciel. Alors, les fameuses dames du ciel, c'est l'équivalent français des calculatrices des grands observatoires américains, où la pratique astronomique est séparée, alors là c'est vraiment caricatural, entre le monde des astronomes professionnels qui sont là, qui font de l'observation dans les grands instruments, qui font de la théorisation, de la généralisation, et de l'autre côté, des calculateurs. En fait, ce sont des calculatrices, hein, parce qu'elles sont bien moins payées, hein, elles coûtent beaucoup moins cher en termes de main-d'œuvre, qui sont là pour faire de la réduction, du calcul routinisé, sans aucune forme de contrepartie en termes de capital symbolique ou de rétribution symbolique. Et je ne parle même pas financière, bien évidemment. Voilà. Évidemment, cette séparation, ce serait vraiment trop caricatural de se réduire à cette séparation. Il va y avoir des résistances à cette séparation, et on peut interpréter le déploiement, le développement, l'explosion de la science amateur, de la vulgarisation scientifique au 19e comme une forme de contournement, de braconnage par rapport à ces interdits de participation
avec des gatekeepers très puissants autour de l'Académie des sciences, par exemple. Et vous avez des personnages comme Camille Flammarion, hein, que je vous ai mis en image, qui va développer des espaces périphériques de légitimité alternative pour tenter de produire des connaissances dans des domaines qui ne lui sont pas attribués par la science centrale et essayer de rassembler les conditions de possibilité d'une science non professionnelle participant au même titre que des professionnels à la production savante de pointe. Donc là, vous avez dans son observatoire de Juvisy qu'il a réussi à construire avec les bénéfices qu'il a obtenus en vendant son astronomie populaire. Donc c'est vraiment un observatoire de qualité, des lunettes de qualité internationale produites par des amateurs. Bon. Alors, il ne s'agit pas de... encore une fois, souvent, on parle beaucoup de ça. C'est-à-dire, on parle beaucoup de Flammarion, c'est formidable. Moi, il me semble que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt et il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire que la fin du 19e et les premières décennies du 20e, c'est réellement le siècle de la séparation des rôles qui ne cesse de s'affirmer. Et là, je vous ai trouvé avant-hier un exemple que j'aime beaucoup, toujours dans l'astronomie. Je suis désolé, je suis spécialiste sur l'astronomie. Qui est l'exemple de Jean Mascard et de la création de l'Association française des observateurs d'étoiles variables. Et donc, le domaine des étoiles variables, c'est typiquement un domaine qui est attribué au monde des amateurs ou au monde de la participation non professionnelle. Les étoiles variables, c'est très simple à observer. Vous regardez une étoile, elle varie dans le temps, et puis vous regardez, et puis ce qui est très important, c'est d'accumuler des données. Et puis, vous n'avez pas besoin d'un instrument très puissant, etc. Donc là, j'ai un exemple. Jean Mascard, c'est un astronome professionnel, c'est pur et dur. C'est un normalien qui est passé par l'Observatoire en formation. Il devient directeur de l'Observatoire de Lyon. Et en 1921, il décide de créer l'Association française des observateurs d'étoiles variables, qui est une association qui va réunir des amateurs. Et donc, voilà, en 1926, il écrit quelque chose d'assez passionnant, c'est-à-dire qu'il fait un point sur les 5 années qui viennent de se passer de l'activité de cette association qui est récente. Et il dit mais le point capital à retenir d'une grande réunion d'astronomes qui vient de se tenir, c'est que les recherches sur les variables, donc les étoiles variables, ont une telle extension, exigent un matériel d'observation si considérable que les professionnels seraient complètement débordés et hors d'état d'assurer le travail indispensable et urgent s'ils n'étaient secondés par un très grand nombre d'amateurs. Ainsi, c'est moi qui souligne, les astronomes d'observatoire, donc les professionnels, ne sont plus que les cadres d'une armée d'observateurs et le rôle des associations d'amateurs passe au premier plan. Voilà, un peu plus loin. Continue. Il y a du reste dans l'étude des étoiles variables 2 parties bien distinctes. Il est en train de dire ce que moi j'étais en train d'écrire à ce moment-là, donc c'était incroyable. L'une d'elles ne peut être abordée que par le professionnel, grâce à un outillage toujours plus puissant et plus perfectionné, mais certaines observations plus simples, mais non moins précieuses, peuvent être assurées par des amateurs. Et je terminerai avec celui-là, parce que ça, c'est très, très beau. L'avantage essentiel d'une association, on n'est pas très loin de la création du statut de la loi de 1901, c'est que tous, donc en gras, c'est lui qui met, c'est que tous les concours peuvent être utilisés pour le but final. Chacun travaille selon ses ressources. Il suffit de posséder quelques instruments d'optique, etc., etc. Aucune connaissance spéciale n'est nécessaire et la pratique des mesures effectuées est acquise facilement et rapidement. Ça, j'aime beaucoup la suite. Il est très important de noter que ce travail n'entraîne aucune servitude. Il peut être effectué quand il convient. On n'est pas astreint d'observer à jour et heure fixe. Il s'agit plutôt, en un mot, d'une distraction organisée et non d'une obligation étroite. Là, il est en train de décrire en creux ce que c'est que la pratique professionnelle, en fait, d'un astronome. L'observation des étoiles variables est le travail le plus fécond qu'un amateur puisse entreprendre. Et il termine. C'est là une satisfaction que les amateurs recherchent et trouvent difficilement faire quelque chose qui contribue réellement à l'avancement de la science. Alors là, je trouve que ça nous parle vraiment beaucoup aujourd'hui quand même. Juste une conclusion sur pas une conclusion générale du tout, mais une conclusion sur cette association. Elle existe encore aujourd'hui. Et en fait, le résultat de ce travail de Mascard, ça a été un grand succès. C'est-à-dire qu'il y a eu, aujourd'hui, on a 5 millions d'observations qui sont en open access conservées par l'Observatoire de Strasbourg, qui a récupéré les données, etc.
juste pour vous montrer un exemple de ces publications. Donc ça, c'est un extrait du bulletin. Là, on ne voit rien, mais je vous ai zoomé. Et donc, vous avez le nom. Donc ça, c'est de la production pour un mois. Donc, pour un mois, vous avez 1570 observations effectuées, 134 observateurs observés. Les noms, il y a même des femmes. C'est rarissime dans la production astronomique. Évidemment, il y a des femmes amatrices, mais donc elles sont rarement visibles dans les bulletins d'astronomie professionnels. Et là, parce que c'était la commande sur les données, donc là, c'est un exemple de ce qui est noté. Et donc, bon, là, il faut regarder la première ligne. Donc, vous avez le O comme c'est le diminutif de l'observateur. Ensuite, JJ, c'est le jour en calendrier julien. Classe, c'est l'auto-évaluation de la qualité par l'observateur de son observation. 1, 2, 3. 1, très bonne. 2, moyenne. 3, mauvaise. Comparaison, donc là, c'est le système Argelander, donc c'est un truc très codifié dans les comparaisons, dans la mesure des étoiles variables. Et M, c'est la magnitude mesurée à la fin. Et donc, voilà. Donc, vous avez un dispositif qui permet de comparer, d'évaluer la qualité des données, qui est mondialisé. Il y a 26 pays représentés dans les envois, etc. Alors, ça, c'était avant 45. Maintenant, je passe un peu vite, hein, je saute. Après 45, vous avez une transformation des sciences radicales qu'on connaît très bien. Il y a le moment de la Big Science, qui est un moment qui, évidemment, ne va pas forcément favoriser les pratiques amateurs, notamment par la croissance des coûts de l'instrumentation, par la difficulté d'accès de certains lieux de la connaissance professionnelle dans des contextes qui sont des contextes de tensions extrêmement fortes, enfin des tensions de marché, aussi des tensions de compétition internationale, de compétition militaire, etc. Donc, on peut dire qu'on a quand même quelques décennies, au moins 2 ou 3 décennies, qui sont des décennies où les amateurs sont présents dans des clubs, mais il est assez massivement considéré comme impossible ou inenvisageable qu'il y ait une participation de ces amateurs de clubs à la science au même titre que des scientifiques professionnels. À partir des années 90, on a une transformation. Alors, ça commence un peu avant, mais disons, à partir des années 90, vous avez vraiment une montée en puissance. Et je vais très vite encore une fois, je suis désolé, avec l'émergence de ce qu'on a appelé, que vous connaissez par cœur, les sciences citoyennes. Donc, la question des sciences citoyennes, c'est une question de définition derrière qui est assez complexe, mais disons qu'on a une volonté de la part de centres institutionnels, en particulier au départ, de scientifiques, de mobiliser, de travailler avec tout un tas d'acteurs passionnés qui se retrouvaient dans ces sociétés savantes, dans ces clubs, voire même des praticiens divers et variés. En sciences naturelles, il y en a vraiment beaucoup, en astronomie, il y en a beaucoup. Et donc, va se mettre en place un rapport renouvelé, un rapport modifié entre des scientifiques professionnels et des gens maintenus à l'extérieur. L'histoire de l'INRA est absolument centrale dans ce renouveau des années 90. Le Muséum d'histoire naturelle va jouer aussi un rôle absolument essentiel. Et donc, vous avez tout un tas de programmes qui émanent très, très souvent des centres institutionnels et de la science professionnalisée, notamment pour observer, pour contrôler. Les questions environnementales vont être un levier ou un accélérateur absolument premier, c'est-à-dire que vous allez avoir des nécessités de décompte de la biodiversité, des nécessités de relevé de différents paramètres. Et vous avez des programmes d'observation des chauves-souris, des papillons, etc. Là, je vous ai mis le projet FeederWatch, qui est un des projets les plus anciens et qui existe encore aujourd'hui pour dénombrer, pour décompter, pour identifier les oiseaux dans votre jardin au pied de la mangeoire. Donc, vous y allez. Et donc, bon, c'est des projets qui émergent d'abord en réalité aux États-Unis et puis qui arrivent jusqu'à la France ensuite. Alors, juste mentionner un peu rapidement comme ça, mais les années 90, c'est aussi des années de transformation du rapport aux données. Parce que ce sont des années où les capacités de stockage
informatiques vont exploser. Alors, elles explosent encore bien après, mais du coup, il y a tout un tas de domaines. Hein. L'astronomie en est un exemple paradigmatique, mais le monde des sciences naturelles aussi, où les données étaient très précieuses avant les années 90, elles étaient très peu partagées par des astronomes, par exemple, qui ne voulaient surtout pas que les autres disposent de la base de données. Et en fait, à partir des années 90, avec Hubble, avec le Sky Survey, enfin le Sloan Digital Sky Survey, qui sont vraiment des grands surveys qui prennent plein de photos de partout, on est débordé de données. Et les scientifiques ne savent pas quoi faire de ces données. En réalité, il y a beaucoup trop de choses. Hein, et on retrouve les problématiques de Jean Mascar, en réalité. Hein, où s'ils sont tout seuls, ils n'y arrivent pas. Et donc, vont se développer... donc oui, donc le rapport aux données change. On n'a plus du tout un rapport de secret. Et donc, les données sont mises en ligne, elles sont partagées massivement. Et du coup, la question, c'est de développer des dispositifs de traitement. Aujourd'hui, on pourrait dire avec l'IA, en fait, on n'en a pas besoin. En fait, on en a encore besoin. Là, je vous ai mis un exemple de projet, le projet Vasco, qui est un projet qui a été lancé par une équipe de Suède ou Norvège, je ne sais plus. Bref, et qui consiste à comparer deux photos, une des années 50 et une très récente, de 2015, et de regarder dans une toute petite portion du ciel s'il y a une étoile qui a disparu ou une qui serait apparue. Et en fait, ça, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de bruit. Donc, du coup, les ordinateurs, de manière automatisée, ne sont pas très bons pour faire ça. Il y a beaucoup d'erreurs. Hein, donc, l'œil humain reste plus efficace. Et donc, l'idée, c'est de faire participer des gens sans aucune connaissance, on est bien d'accord, hein, pour regarder sous une forme ludique. Alors, là, on ne peut pas le voir, mais on peut superposer les deux images, regarder la proportion, le taux de superposition, de conformité, etc., et de trier. Ça rejoint d'autres projets comme Galaxy Zoo. Allez voir, Galaxy Zoo, c'est formidable. Hein, vous pouvez décrire des formes de galaxies. C'est la première fois qu'on voit ces images à chaque fois, hein, parce qu'il y en a tellement d'images que vous êtes le premier à avoir des galaxies lointaines. C'est quelque chose de très... voilà. Bon, alors, cette transformation du rapport aux données, ça implique des formes de participation qui sont de qualité ou qui sont de nature assez variée. C'est-à-dire que là, je vous ai mentionné une participation qui, d'une certaine manière, est minimale. On est un peu les calculatrices des Dames du Ciel version 2.0. Hein. Et donc, on a une forme de crowd science qui peut prendre une forme, là en l'occurrence, qui est une forme ludique d'accumulation de petites contributions. Le LHC, par exemple, a fait toutes sortes de projets comme ça, où vous pouvez participer un petit peu. Mais vous pouvez aussi mettre en partage la puissance de votre ordinateur, qui est une autre forme de participation. Vous pouvez faire des jeux en ligne. Alors, typiquement, c'est le pliage des protéines, par exemple, qui avait été mis en œuvre. Vous pouvez encore, mais vous pouvez avoir d'autres formes de participation plus approfondies. Le programme Viginature, par exemple, du Muséum d'histoire naturelle, en fait, suppose une formation, une acquisition de compétences plus spécifiques. Et donc, c'est pour vous montrer qu'il y a un spectre de compétences ou d'implications différentes dans la participation. Toujours est-il que, malgré tout, on en reste dans une forme de dualisme, de séparation, qui correspond à la séparation que j'ai mentionnée tout à l'heure. Vous avez d'un côté, quand même, malgré les niveaux de participation, d'un côté des scientifiques qui savent, ou qui vont gérer les data, qui vont les interpréter, qui vont publier réellement, et de l'autre côté, une armée de participants plus ou moins compétents, mais qui vont être cantonnés à l'acquisition de données, du relevé un peu automatisé. Enfin, je veux dire, routinier. Donc, on est assez loin des aspirations de sciences participatives pleine et entière du 19e. C'est ça que je veux dire. Alors, je ne peux pas ne pas mentionner la question des patients experts. C'est-à-dire qu'à l'opposé de cette participation minimale des lay people, hein, comme on les appelle dans le monde anglo-saxon, vous avez le cas des patients experts. Ça, c'est vraiment le cas très, très, très connu en STS, hein, donc, sur le sida, avec les travaux de Steve Epstein, bien sûr, et donc que je ne rappelle pas, mais dans la préparation de cette intervention, je suis tombé tout à fait par hasard sur un commentaire fait par le cofondateur de ACT UP Paris, fait en 1996 du texte de Steve Epstein que tout le monde connaît. Et il dit ceci.
Alors, juste pour rappel, pour ceux qui ne savent pas du tout sur les travaux de Steve Epstein, il souligne l'importance, compris les associations de malades du VIH-Sida, dans la modification notamment des tests cliniques et de leur implication dans le NIH, etc. Donc il dit, alors je vous le lis en entier parce que c'est quand même trop beau, c'est la fin du texte. Donc il termine avec ça, grosse emphase. Donc c'est Didier Lestrade. Les noyaux durs des méthodologistes, donc les méthodologistes, c'est ceux qui s'occupent de maintenir la méthode des essais cliniques, et des chercheurs admettront-ils qu'il ne suffit plus d'entrebâiller la porte, vraiment séparée, mais bel et bien de l'ouvrir toute grande afin que la recherche sur le sida soit complètement efficace, et préféreront-ils garder leur domaine pur, non souillé par les malades, même si cela doit déboucher sur une recherche qui ne correspond plus aux attentes d'une population de séropositifs désormais très bien informée. Très important, on est en 96, il n'y a pas Wikipédia, ou si peu, qui ne manquera pas de refuser de participer à des essais mal conçus. La question du refus de participation, ça c'est un autre aspect absolument essentiel chez les patients experts. Enfin, cette réforme politique et médicale ne représente-t-elle pas un exemple certain pour d'autres pathologies qu'on dit être beaucoup plus coûteuses pour la société? Et il termine, et je pense que c'est ça qu'il faut se rappeler aujourd'hui, combien de temps les malades devront-ils se battre à la fois contre leur propre maladie et contre la lenteur des scientifiques à comprendre que le concept de partenariat n'est pas un cliché de plus à mettre au lexique de cette épidémie? Je trouve que c'est assez éclairant sur la question pour avertir les scientifiques, pour les interpeller à propos de ce qu'ils considèrent eux-mêmes comme la participation et quelles sont les symétries réelles qu'il s'agit de mettre en place, notamment de dépasser cette dichotomie dans les rôles attribués de part et d'autre de la légitimité, en fonction de si on est un professionnel ou non. Alors, je vais juste terminer sur, je n'ai pas du tout contrôlé l'heure, mais juste pour terminer, prendre un exemple qui va un peu à l'opposé, donc qui est une forme de résistance très forte à cette bipartition, qui est l'ensemble des pratiques, des activités qui se déploient assez souvent, assez loin en périphérie des institutions, pour produire de la connaissance, pour produire de la science, que moi je qualifie de péri-institutionnelle, donc une science qui se fiche totalement des formes de rétroaction et de régulation institutionnelle, voire même légale, parfois. Et donc, c'est un moment, à mon avis, de souligner l'existence dans des lieux, donc des tiers-lieux, ce qu'on appelle aujourd'hui des tiers-lieux, mais enfin, ce qu'on a appelé à un moment des hackerspaces, des Fab Labs, des makerspaces, des biohackerspaces, des biolabs, tout ce que vous voulez. Enfin, il y a tout un tas de qualificatifs. Vous avez, depuis les années 2000, 2005, tout un tas de lieux dans le monde, et la France est probablement le champion du monde dans le ratio entre ce nombre de lieux et la population. On a beaucoup de ces lieux, où vous avez des croisements de profils très variés, donc avec à la fois des professionnels des sciences, mais des autodidactes, des instituteurs, parfois même des femmes. Là aussi, c'est très genré en réalité dans beaucoup d'endroits. Il ne faut pas trop que je dise trop fort, ils ne sont pas contents qu'on leur rappelle, mais voilà. Et donc des lieux qui vont, je sais pas, sur l'exemple de La Paillasse, dans sa plus grande, dans ses moments dans ces grands moments il y a 4-5 ans, qui avaient réussi à récupérer un certain nombre d'instruments, machines, parfois gratuitement, et développer en dehors des institutions académiques, en dehors des institutions même des entreprises, des travaux de recherche en biologie dans le cas de La Paillasse, mais c'est vrai dans les sciences de matériaux, c'est vrai dans tout un tas de domaines. Et donc l'idée étant évidemment d'inventer des nouvelles manières de travailler ensemble, de produire de la connaissance, mais aussi d'inventer des formes de convivialité, des formes de vivre ensemble différentes, avec un rejet par exemple de la compétition, de la publication, etc. Ce qui ne veut pas dire que les règles, qu'il n'y a pas de règles dans la
vérification, dans la validation de la connaissance produite. Et là, je vous ai mis l'exemple de Joggle. Donc, Joggle, Just One Giant Lab. Donc, c'est le dernier projet de Thomas Landrin. Thomas Landrin, le fondateur de la Paillasse, qui est très productif. Donc, il est un ancien normalien de biologie. Donc, il vient de l'institution, d'une certaine manière, et qui développe, là, depuis la crise du Covid, une infrastructure numérique de présentation, discussion, financement de projets à travers le monde où il s'agit de constituer des communautés d'évaluation qui ne sont pas les communautés naturelles des sciences académiques, mais qui vont inclure des gens qui sont aussi dans l'académie, bien sûr, mais avec l'idée de construire des espaces périphériques de validation de connaissances pour légitimer pleinement une participation qui ne soit plus arrimée aux espaces étatiques ou aux espaces institutionnels divers et variés. Je m'arrête ici. Merci beaucoup.